Je voyais mes instructeurs dans les arbres qui nous surveillaient pendant les topos. Je me retournais et je voyais qu'ils étaient en train de parler à des animaux imaginaires sur la route. Les hélicoptères sont passés et on commençait déjà à délivrer des tirs. Et là, soudainement, quand on entend que ça commence à crépiter à la radio, qu'on entend les tirs à la radio, on se dit ok, bon là ça commence à être chaud. Honnêtement, j'étais très tendu à ce stade parce que les engagements sont sur un très courte portée et je vois un truc rond à un moment qui me fait tiquer sous un buisson. Et en fait, je me rends compte que c'est le fessier d'un terroriste. Bonjour, je m'appelle Louis Saillant, je suis ancien commando marine et je vous raconte mon histoire pour Vétérans de France. Je suis rentré à l'armée par hasard. J'ai pas du tout d'environnement militaire autour de moi quand je grandis. Mes parents ne sont pas du tout du milieu militaire. Je suis pas un milieu populaire, mais entre un milieu populaire et la classe moyenne. Il se trouve que moi je voulais être prof à la base, puisque j'aimais bien l'enseignement, j'aimais bien la transmission auprès des jeunes et j'aimais bien la physique. Et donc je pars en université à la fac de physique-chimie après mon bac, après une scolarité qui est moyenne. Toute ma scolarité, je suis moyen. L'université à Sadbon, c'est gratuit, que tout le monde peut y aller. Mais elle a ce grand défaut, c'est qu'elle tolère parfaitement l'absence des élèves, et donc il m'arrive régulièrement d'être absent, et il y a beaucoup de trous dans le planning aussi, donc beaucoup d'absences qui sont justifiables, et donc je me retrouve à avoir beaucoup de temps libre. Je me connais, donc je sais qu'il faut que je comble un peu le planning, et je me retrouve à travailler en fast-food assez vite pour faire un peu d'argent de poche, et avec cet argent, cet argent me permet en fait d'aller le week-end en aéroclub. Je découvre l'aviation comme ça. Je commence à piloter des petits avions. Et un de mes instructeurs se trouve être un instructeur professionnel de l'armée de terre, qui était pilote de Cougar à l'époque. Et donc il commence à m'introduire à l'idée que je pourrais potentiellement passer les concours pour devenir pilote. Or, moi, c'est quelque chose qui est parfaitement nouveau pour moi. Pilote militaire. Et donc, je commence à me faire à l'idée, et avec le temps, je finis par accepter que cette possibilité existe. Je me renseigne, je me prépare, et je finis par passer les concours pour entrer dans l'armée de l'air. Donc, c'est vraiment la première fois que je suis au contact de quelqu'un, c'était dans cet aéroclub, et ça a mené jusqu'au concours que j'ai réussi. Je me retrouve à rentrer dans l'armée de l'air. Alors, l'armée de l'air, mine de rien, on dit l'armée du vent, on aime bien s'en moquer un petit peu, mais il se trouve que c'est quand même une armée avec une certaine rigueur militaire. En tout cas, moi, je la rigueur militaire pendant mes classes, que j'aime beaucoup. J'apprends à marcher au pas, j'apprends tous les classiques un petit peu du jeune militaire, à travailler en équipe, faire du bivouac, utiliser des armes, etc. Salut la team Vétérans de France, à l'occasion de cette vidéo, nous accueillons un nouveau partenaire, World of Warship, un jeu de tir tactique en équipe dédié à la guerre navale. Un jeu complet avec plus de 750 navires historiques, 13 nations et 5 classes. Le jeu est gratuit et disponible sur PC. À l'occasion de cette vidéo, il nous offre un pack de bienvenue exclusif sur PC. Vous pouvez utiliser le code XVOYAGE lors de votre inscription pour profiter de 20 jours de compte premium, un emplacement de port, le croiseur japonais Tenryu et un commandant. Et bien plus de récompenses tout au long de la saison. Je sais que parmi vous, il y a de nombreux fans d'histoire, donc n'hésitez pas à y aller pour revivre Dunkerque, le débarquement sur les plages de Normandie et rejoindre une communauté de passionnés. Foncez, le lien est en description. Et je découvre donc un monde avec une certaine hiérarchie, une discipline, et par-dessus tout, un truc qui me séduit complètement, c'est des responsabilités. On me donne très vite des responsabilités, non pas que je sois meilleur qu'un autre, mais tout simplement parce que chacun son tour doit prendre des responsabilités. On est élève de semaine, on est chef de section, on joue différents rôles, etc. Et à chaque fois, on nous confie des gens, on nous confie des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire que je ne connaissais quasiment pas. Et donc, ça change ma perception des choses. Ça a clairement changé ma perception des choses. Et j'y ai pris goût, et ça m'est resté. Mon cursus continue, je fais ma formation de pilote professionnel à Salon de Provence, à l'école de l'air, où je passe le diplôme de pilote de ligne. Ensuite, je commence la formation en l'air. Donc la formation aérienne, d'abord à Salon-de-Provence, puis à l'école de pilotage de l'armée de l'air à Cognac. Et la formation devient extrêmement pratique. Donc on a fait des cours de météo pour bien comprendre la météo, on a fait des cours de thermodynamique pour comprendre comment nos moteurs marchaient, on a fait tous ces cours-là de radio, etc. Et donc je mets tout ça en application et c'est passionnant. Honnêtement, c'est passionnant.
Je trouve ça vraiment grisant. Mais j'ai un problème dans mon cursus qui est énorme et qui me pose problème à chaque fois qu'on me présente un nouveau vol en salle d'opération, c'est que je dois travailler beaucoup. Je travaille beaucoup pour compenser le fait que je suis moyen, en fait. Et en fait, je suis toujours moyen. Et je travaille beaucoup, et d'autant plus qu'on a eu un vrai esprit de corps dans la promotion, qu'on a conservé après toutes ces années d'ailleurs. Et, et cet esprit de corps me fait comprendre que je suis parmi ceux de la promo qui travaillent le plus, et qui demeurent néanmoins moyen, voilà, tout le temps. Et donc, c'est extrêmement frustrant. Je vois ceux, bien sûr, qui travaillent peu et brillent et ont un talent fou pour piloter, parce qu'il y a des gars qui sont doués vraiment pour ça. Moi, je n'étais pas doué, j'étais besogneux, je travaillais beaucoup. En l'occurrence, première fois de ma vie que je travaillais autant, mais parce qu'on m'a filé des responsabilités, et du coup, ça a ouvert tout mon esprit. Et par conséquent, ça devient dur. Ça devient dur à tolérer pour moi. Je commence à me dire, bon, le métier est très sympa. Mes parents se sont fait à l'idée, mes parents qui étaient un petit peu, voilà, qui n'étaient pas très familiers du monde militaire, qui étaient un petit peu antimilitaristes, ont commencé à se faire à l'idée. Et quand je suis entré à l'armée de l'air, ils ont bien compris, en tout cas ils sont imaginés probablement que tout allait bien se passer pour leur fils, qui était pilote, qui finirait chez Air France, et que voilà. Et donc, moi j'ai cette espèce de vie qui est sur des rails, parce que quand on est dans l'armée de l'air, quand on est pilote, on est dans une place qui est singulière, qui est confortable, puisque on est choyé. Même si on travaille beaucoup, on a beaucoup de responsabilités, on est quand même choyé. J'ai un beau salaire pour un gamin de 20 ans. J'étais payé 2000 € à 20 ans, ce que je trouvais excellent, sachant que c'était quasiment de l'argent de poche, parce qu'on est logé, nourri, blanchi. C'est quasiment de l'argent de poche. Et en plus de cela, il y a une considération pour les élèves pilotes. Voilà, donc tout ça, c'est très grisant, c'est très confortable, à tel point que c'est peut-être un peu trop confortable pour moi. Voilà. Il y a une forme de difficulté d'un côté, à arriver à vraiment devenir bon dans mon métier, même si je m'en sors, et de l'autre, une forme de confort qui commence à me poser problème, question, puisque là où vraiment j'avais été le plus à l'aise, c'était pendant ma formation initiale, pendant le stage de survie, pendant les séances de tir. C'est là où vraiment, là, je trouvais ça génial. Et bref. Donc, ces rails sont confortables, très très confortables. Et surtout, je vois ces rails qui vont très très loin dans mon avenir. Je les vois en fait. Je vois comment ça va fonctionner, où est-ce que je vais aller, ce que je vais faire, etc. Et puis un jour, je dois prendre cette décision extrêmement difficile, qui est de dire, bon, en fait, j'arrête là. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose où je sois beaucoup plus engagé, d'une part physiquement, où j'ai une part de travail en équipe, quitte à quitter cette espèce de destin qui est déjà dessiné pour moi, et prendre ce risque d'aller dans un endroit où peut-être que ça ne marchera pas aussi bien, mais au moins j'aurais tenté. Et donc je commence à lister le catalogue des possibilités, et je me dis, bon, une des options, je suis déjà militaire, ce serait de changer d'armée, et de tenter en tout cas de rentrer chez les commandos marines. Complètement improbable, complètement farfelu. Pourquoi les commandos marines, je ne sais pas. Peut-être que c'est les reportages avec Marius. En tout cas, j'avais l'impression que c'était très très dur, et que je voulais me confronter à ce qui allait être plus dur pour avoir le cœur net et savoir que voilà, j'avais bien fait de quitter l'armée de l'air pour un destin plus intéressant. Enfin, c'est ce que je pensais à l'époque. Et donc, je bascule, change d'armée. Donc, ça a été un calvaire, puisque ça a été... il n'y a pas vraiment de passerelle entre les armées, hein, c'est toujours un peu compliqué. Il y a beaucoup d'ajustements administratifs. J'étais dans un grade un peu bâtard, qui est le grade d'élève officier, et je passais sous-officier. Donc voilà, tout était compliqué. Je mets 6 mois, c'est déjà une première épreuve de me dire, bon, je force pour quitter, alors que je suis sur un parcours qui est sain. Et du coup, je dois convaincre déjà tout l'état-major de l'école dans l'armée de l'air que je veux quitter et que c'est la bonne décision. Et je commence à devoir convaincre les gens de la marine de me prendre. Donc, ils me feront un premier essai, une journée où je vais dans la marine, une petite semaine, c'est 4 jours, où je fais des essais avec des quartiers-maîtres de la flotte. Donc, c'est des gens qui rentrent pour faire la formation fusil marin. Et ça se passe très bien. Voilà, j'étais préparé, ça se passe très très bien. Et donc, ça convainc un peu tout le monde que c'est la bonne décision. Je quitte finalement l'armée de l'air,
qui m'aura appris beaucoup, qui m'aura appris la rigueur, la responsabilité, qui m'aura appris à planifier. Et donc c'est avec ce bagage-là que j'arrive à Lorient, à l'école des fusiliers marins. J'arrive dans une ambiance complètement différente, 2 salles, 2 ambiances. J'arrive pour commencer la formation des fusiliers marins et je me rappelle un de mes cadres qui sent que j'ai besoin d'être réajusté rapidement. Je me rappelle, il m'attrape au coin d'un couloir et il me plaque contre le mur par la gorge et m'explique qu'ici c'est pas l'armée de l'air et que ici c'est... Alors il m'a pas dit l'armée la vraie, mais il m'a dit que c'était une ambiance différente. Je l'ai rapidement compris. Et donc voilà, c'était un peu l'ambiance, un peu plus rugueux, un peu plus martial on va dire, mais très intéressant. Et puis là, c'est comme ça que je commence mes classes chez les fusiliers marins. Quand on arrive dans un milieu où on n'a pas envie de faire de vagues, on a envie d'être le plus discret possible pour pouvoir observer le plus, prendre le plus de renseignements avant de prendre des décisions et ne pas déjà être dans le feu des projecteurs et qu'on se retrouve coincé dans un truc. Voilà. Donc les gens finissent par le savoir, mais de manière discrète, et donc ça se passe plutôt bien. Et donc je fais mes 6 mois de classe, qui se passent très bien aussi, je me fais de très bons amis. Et on est une petite équipe dans cette promo, on était une quarantaine à présenter le stage commando dans la foulée. Donc on prend le stage commando. Alors le stage commando, c'est une séquence un peu assez intense dans la formation d'un commando marine. C'est une phase de sélection qui dure 2-3 mois, pendant laquelle on est testé et on est poussé dans tous nos retranchements. Moi, clairement, je peux le dire, c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ça m'a façonné dans ce que je suis, dans la façon dont j'aborde tous les problèmes de ma vie, tous les aspects de ma vie, avec une certaine forme de résilience, une certaine forme d'inventivité qu'on nous a inculquée. Alors c'est marrant parce que j'en parlais encore il y a quelques jours avec un ami qui lui est encore en service et il pensait à la reconversion et il me disait de toute manière, ces mots exacts, c'était de dire moi je sais très bien plier un parachute militaire, je sais très bien me servir d'une arme et la nettoyer, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que je sais faire d'autre pour une entreprise? Enfin, et quel intérêt est-ce que ça a pour une entreprise surtout? Et donc on a passé un instant à se regarder comme ça et à se dire c'est vrai, qu'est-ce qu'on a à proposer finalement en entreprise ou dans le monde du travail? Et en fait, on est rapidement arrivé à la conclusion que finalement, ce qu'on avait, c'était justement cet état d'esprit, cette mentalité de dire, en fait, on va toujours trouver une solution, quelle que soit la situation. Il y aura toujours une solution. Et ça, c'est vraiment un pont que j'ai pu faire avec le monde civil, c'est de découvrir que dans le monde de l'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, moi, je fais du conseil, je suis consultant, je fais des conférences, donc à mon compte. En fait, il y a quand même un enjeu d'adaptation et de résilience à avoir que je puise dans ma formation, clairement. Donc ça a été vraiment quelque chose de très intéressant pour moi. Donc ce stage se passe. Pendant ce stage, il y a j'ai 1001 histoires. Donc on voit des gars dormir en marchant. Donc ça, c'est une des premières étapes. Et l'étape suivante, c'était d'avoir une activité cérébrale un peu plus soutenue, qui était de tenir la carte, et dormir quand même, puis se réveiller, reprendre la topo, puis se rendormir. Donc une espèce de vision, de travail de carte tout en dormant qui était un peu spécifique. Donc ça c'était assez particulier. Bon voilà, on dort pas beaucoup pour continuer sur ces histoires de sommeil, jusqu'au point où on finit par avoir des hallucinations. Donc moi je voyais mes instructeurs dans les arbres qui nous surveillaient pendant les topos. Donc je disais à mon binôme, vite, il faut qu'on file là parce qu'ils sont là, ils nous observent. Et je les ai vite, et puis je me retournais et je voyais qu'ils étaient en train de parler à des animaux imaginaires sur la route. Donc du coup, bon, la scène devait être un peu cocasse pour quelqu'un qui regardait de l'extérieur. Mais voilà, c'était un peu extrême, mais en rétrospective, en fait, ce que ça nous apprend, c'est que d'une part, déjà, on peut travailler voilà, avec un certain déficit de sommeil, c'est possible. Même si on est un peu fatigué, on peut continuer à travailler, on peut continuer à opérer. Et surtout, on apprend à savoir où est cette limite. C'est ça le plus intéressant. C'est savoir qu'en fait, il y a une limite, mais il faut savoir la matérialiser. Et donc, avec ce stage, on va pouvoir savoir
à quel moment ça arrive. Et ça, c'est le cas un peu dans tous les domaines. Quand voilà, on fait une petite partie survie, on sait à partir de quand est-ce que vraiment il faut qu'on s'alimente ou combien de repas on peut sauter avant d'arriver à cette limite qu'on finit par toucher. Du doigt, pareil pour l'hypothermie, savoir jusqu'à quand est-ce que je peux tenir. Bon voilà, donc tout ça c'est des limites qu'on va aller au contact desquelles on va aller, qu'on va rencontrer et ça va nous construire pour savoir que finalement c'est rarement les limites qu'on pensait. C'est-à-dire que elles sont souvent au-delà de ce qu'on pense et surtout celui qui guide tout ça, ça va être en fait ça va être sa tête. Voilà. Donc c'est notre tête qui nous guide dans les épreuves et ça je trouve ça hyper intéressant. Salut à tous, c'est Troc de Vétérans de France. Je remercie Oli qui sponsorise cette interview. C'est quoi Oli? Une alternative au soda avec de très nombreux atouts. Personnellement, celle que j'utilise le plus, c'est la gamme hydratation. Dedans, il y a des électrolytes et des minéraux. Il y a aussi la gamme Asti et la gamme Énergie, interdit aux moins de 16 ans, que j'utilise quand je fais des longs trajets ou pour des soirées. Il y a aussi la gamme Mi-Check. Ce que j'aime chez Oli et qui est pratique, c'est le côté poudre. En fait, avec un pot comme ça, vous avez 50 doses à pouvoir mélanger avec 500 ml d'eau ou de lait. Et comme ça, en fait, ça prend vraiment pas beaucoup de place. En étant ancien militaire, quand on va à un endroit, autant sur le terrain ou en OPEX, on va pas se trimballer plein de bouteilles d'1,5 litre de soda. Et bien, du coup, vous allez pouvoir récupérer de l'eau, que ce soit d'une citerne, de jerrycan ou de votre gourde ou de bouteille d'eau. Vous mélangez une dose. Et comme ça, c'est bon, c'est fait. C'est vraiment un côté très pratique. Et en plus, les produits sont très bons. Moi, je suis quelqu'un de très difficile côté goût. Du coup, j'ai préféré commencer avec le pack Starter Deluxe Découverte. Dedans, il y a vraiment de très nombreux goûts. Ça, c'est quelques sachets. J'ai pu voir quel goût j'aimais moins, quel goût les enfants aimaient pour voir ce qu'on allait commander après en pot comme ça, où là, on a 50 doses. En plus, quand je suis allé à des endroits, les gens m'ont posé des questions sur Oli. Certains m'ont demandé de goûter. Et quand ils ont goûté, ils m'ont demandé si j'avais un code. Mais ça y est, avec le partenariat Oli qu'on vient de signer, nous avons un code. Donc VDF 5 pour votre première commande, vous aurez 5 € de réduction. Et VDF pour avoir après 10% de réduction sur vos autres commandes. Merci beaucoup et bonne interview à vous. Et puis bon, il y a tout l'aspect combat qu'on nous apprend, le combat commando, le combat guérilla, qui est un combat un peu non conventionnel. On va nous apprendre voilà, des techniques qui sont pas habituelles, qui demandent un peu d'autonomie, un peu d'inventivité. Et donc ça, c'est absolument, je trouve ça absolument passionnant. Et puis ensuite, on est plongé dans le grand bain, on est plongé dans les opérations spéciales. Donc moi, j'ai eu la chance d'être dans une période qui était assez faste. On a eu pas mal d'opérations Moyen-Orient et Sahel. Et donc ça nous a beaucoup façonné. On y a tous un peu laissé des plumes. Hein. Bon voilà, des copains qui sont morts, qui sont blessés. Mais on a aussi eu des belles victoires. On a eu des belles opérations. Où on a pu faire des trucs assez extraordinaires. Et je sais que je ne reverrai probablement plus jamais. Donc il y a une forme de mélancolie quand on pense à ça. Mais néanmoins, voilà, je suis très content et très fier d'avoir pu participer à ces opérations dans un endroit où, dans des endroits extrêmement reculés, et avec cette si belle machine qu'est l'armée française, dans toute sa splendeur, quand elle est déployée en opération, franchement, on est capable de faire des trucs absolument incroyables. Et ça, je me sens vraiment privilégié d'avoir été au cœur de cette matrice-là. Alors forcément, les missions, moi, qui m'ont le plus marqué, c'est les missions au contact de l'ennemi, avec un ennemi qui est réactif, qui réagit pas mal, et où forcément, on est amené à ouvrir le feu, on est amené à prendre des décisions rapidement. Et c'est dans ces situations-là, souvent, qu'on voit, je pense à cette mission voilà, où on s'est retrouvé face à un groupe beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait, et où tout le groupe était combatif. Tout le groupe manœuvrait. Il y a même eu voilà, un incident après l'opération, donc c'était vraiment compliqué. Et c'est là où on voit là, un peu de quoi on est fait finalement. Enfin, on voit si voilà, on a plutôt tendance à rester sur le recul, à essayer de se protéger, ou si on va accepter d'avoir un peu d'audace et d'aller au-delà. Et moi, finalement, c'est toutes les figures historiques militaires françaises qui m'ont beaucoup inspiré dans ma manière de faire, en tout cas, qui n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Et ça m'a permis de prendre le devant sur
Ouais, sur beaucoup de situations qui étaient un peu compliquées. Notamment, je pense cette fois où on s'est fait déposer dans une zone qui devait être une colline. On devait être déposé dans une grande colline à côté d'une petite forêt dans le désert. Une colline, pourquoi? Parce que ça nous met à l'abri des tirs, en fait. Surtout, on peut observer depuis les hauts. Et donc, les hauts sur la colline, c'est un avantage tactique, toujours. Et donc, en arrivant, en fait, on se rend compte déjà, on entend qu'il y a des tirs avant parce que les hélicoptères sont passés et on commençait déjà à délivrer des tirs sur des gens qui leur tiraient dessus de manière assez nourrie. Donc, on se dit, bon, là, il y a une forme de routine parfois qui s'installe dans l'émission. Et là, soudainement, quand on entend que ça commence à crépiter à la radio, qu'on entend les tirs à la radio, on se dit, ok, bon, là ça commence à être chaud. Et puis nous, on nous pose dans la zone prévue, sauf que bien sûr, dans la zone prévue, en fait, il n'y a pas de colline. Voilà. Il n'y a pas de protection naturelle face aux tirs. Donc on se retrouve posé au milieu d'un grand billard, avec l'ennemi face à nous, qui nous tire dessus à feu nourri. On est tous allongés au sol. Et puis là, il y a deux décisions. Soit on reste là, on attend, mais bon, il n'y a rien pour nous protéger. Puis l'ennemi manœuvre, et puis il va se rapprocher, et puis on ne sait pas ce qui va se passer. Soit on y va. Puis du coup, voilà, on a parcouru plusieurs centaines de mètres sous le feu. Maintenant, en rétrospective, ça me paraît complètement aberrant, mais on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis on se retrouve dans cette forêt très très dense, à remonter dans toute la forêt et à engager des gars à quelques mètres à chaque fois, donc c'est extrêmement stressant. Il y a une très très grande tension qui s'installe. C'est là on voit qu'il y en a qui restent un peu en retrait. Bon, c'est comme ça. Et puis d'autres, voilà, on continue la manœuvre. Et ouais, donc c'est un peu particulier quand même. C'est un peu particulier. Et puis voilà, et puis on se retrouve aussi face aux premiers cadavres. On se retrouve face à des corps démembrés. C'est toujours un peu particulier, les corps démembrés. Donc on nous l'explique pas trop ça quand on commence à parcourir et donc il y a eu déjà des échanges de tirs avec les hélicos, dont le Tigre, qui est un hélico antipersonnel qui a un très gros calibre. Et quand on tire avec un très gros calibre sur un corps humain, en fait ça part en éclats. Et donc voilà, je parcourais, on s'est fait engager, on avait engagé les gars déjà, on avait abattu plusieurs gars, on en avait fait prisonnier d'autres, on continue à avancer. Et puis là je commence à voir des morceaux de cadavres dans les arbres autour de moi. Dans le buisson, je me rappelle très bien, je passe un buisson, je vois une main. Je me dis, ah, bon, là, il s'est passé un truc. Et puis on continue, voilà. Sur l'instant, bien sûr, on est un peu protégé, parce que le corps humain, il a cette faculté de se mettre dans une espèce de mode de autodéfense. On appelle ça, pour faire une petite digression, on appelle ça le système parasympathique. C'est vraiment le mode où le corps humain se prépare à se battre ou à fuir. Il peut y avoir un effet de sidération aussi. Et c'est un état qui est très profitable aux combattants. Parce que tous nos sens sont plus aiguisés, on voit plus loin, on entend mieux, on comprend mieux. Donc c'est très profitable. On se met à avoir une petite sudation pour préparer le corps à l'effort. Donc c'est vraiment top. Mais l'inconvénient de ça, et donc on a moins d'émotions, donc on est moins d'interférences sur les émotions. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on a un petit effet tunnel qui peut être très bien quand on a un adversaire, plus compliqué quand on a plusieurs, et encore plus compliqué quand on a aussi des alliés. Donc ça devient compliqué d'avoir cet effet. Il faut juguler cet effet tunnel, ça jugule légèrement avec l'entraînement, avec l'expérience, pour ne pas juste être focus sur un gars qui nous tire dessus, mais savoir qu'il y a son copain aussi qui va nous tirer dessus, enfin qui va tirer dans la même direction, l'autre qui va peut-être manœuvrer, etc. Donc on est dans une espèce d'état second, enfin moi c'est mon cas, mais parfaitement lucide, et tout se passe assez bien. Et donc pour la situation dont on parlait là, donc ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de ne pas tirer sur tout le monde. Voilà. Le plus facile, c'est souvent quand on commence à devoir abattre des gars parce que les gars sont trop près et qu'ils nous tirent dessus. Déjà, il y a un cran en tension qui monte, donc tout le monde est très très stressé, très nerveux. Et je l'ai vu sur les gars autour de moi aussi. Et quand il y a un autre gars qui sort du buisson et qu'il faut avoir une analyse rapide, c'est une demi-seconde pour se dire est-ce qu'il est hostile ou pas, est-ce qu'il a une arme ou pas. En fait, on a facilement la tentation de se dire bon, je l'abats et puis après on passera à autre chose et je continue le truc, quoi. Et donc c'est très difficile de se maintenir, mais c'est là où on voit les combattants professionnels et où on arrive à avoir cette espèce
de recul par rapport à la situation qui n'est pas facile quand même. Alors, on a été un peu au contact de faune marrante en opération. On a déjà eu, oui, je me rappelle cette fois, on a eu dans le camp, on avait un petit camp, on avait un énorme boa. Enfin, c'est pas un boa, c'était un serpent. Enfin, je suis pas spécialiste. Moi, dans mon imaginaire, j'aurais appelé ça un boa. Donc, le truc faisait 7-8 mètres de long. Et dans un coin du camp, donc il a fallu l'évacuer, c'était assez haut en couleur. Puis on avait plein de problématiques avec les insectes, tous les petits trucs qui piquent. Alors on a eu aussi les problèmes de maladies assez classiques, notamment avec le palu. Moi j'ai un de mes gars qui a eu un neuropalu, donc c'est un des palus les plus graves. Il a cru qu'il allait crever. Enfin, c'était vraiment très très chaud. Et donc ça m'a pas mal aussi, voilà. Ça a pas mal fait résonner. On avait des singes aussi. Alors, on a un petit camp de commando marine près de Djibouti, dans les montagnes. Et c'est un camp qui est souvent pris d'assaut par des espèces de singes, pas très agressifs, mais très gourmands, qui aiment beaucoup venir taper dans les réserves du commis. Et donc, je me rappelle une fois, ils étaient venus faire les singes avaient fait une descente dans la réserve du comique qu'il avait malencontreusement laissé ouvert. Ils étaient repartis avec tous les chocobéennes. Et donc, on a décidé que ça n'allait pas se passer comme ça, et que les chocobéennes, ça avait un prix. Et donc, on a enfilé les silencieux au fusil, et donc, on allait faire une razzia chez les singes pour leur expliquer que les chocobéennes, on rigolait pas avec ça, quoi. Un des moments qui m'a le plus tendu, c'est vraiment ce moment où on s'est retrouvé face à c'était dans la même opération où en fait on s'est retrouvé face à deux gars collés l'un à l'autre qui nous ont tiré dessus, mais à une distance assez réduite, donc une dizaine de mètres. Et je me souviens avoir vu les balles passer autour, un peu comme une espèce. Alors je pense que mon souvenir est un peu biaisé et probablement un peu modifié, mais je me rappelle avoir vu quelques balles passer, un peu comme si c'était une porte autour de moi. Et m'être dit, oula, on est un peu près. Et donc j'avais deux gars à côté de moi, deux gars de mon groupe à côté de moi. Et donc là, on réplique tous. Et sauf que les gars, donc on se dit, bon, bah, c'est bon. Et en fait, ils étaient cachés, ils étaient dans une toute petite butte de sable, et avec un très très gros buisson très très dense. Et donc on ne les voyait pas distinctement, on savait qu'ils étaient là. Et quand on réplique, les gars nous répliquent de nouveau. Donc à 10 mètres, donc enfin une dizaine, entre 10 et 15 mètres. Donc on dit c'est pas possible en fait, les mecs sont pas encore vivants, c'est pas possible. Donc là on tire de nouveau. Et donc on devait avancer, donc on était en train d'avancer, donc là on a un peu figé, et on s'est dit c'est pas possible, les gars ils sont... Enfin voilà, donc là on commence à sortir de grenades, on commence à balancer nos grenades, les grenades pètent, les gars continuent à répliquer. Donc là on se dit là... Et à ce moment-là, j'entends le tigre, par chance, dans mon combiné, qui me dit lui, il avait suivi la situation, qui était très compliquée à suivre, parce que, en fait, dans ce genre de situation, on a quand même un énorme avantage face à l'adversaire grâce à nos hélicos. Donc nos hélicos sont capables, même nos drones sont capables d'appliquer les tirs très précis et en avance de phase. C'est-à-dire qu'ils vont passer avant, ça va faire réagir l'adversaire, et ils vont pouvoir faire le tri de ce qui est hostile et ce qui ne l'est pas. Et donc d'engager ce qui est hostile. En l'occurrence, ils vont beaucoup s'appuyer dans ce genre de situation sur leurs caméras thermiques. Donc on voit beaucoup sur Internet les caméras thermiques qui scannent les grandes zones désertiques. Et en l'occurrence, là c'était une opération en plein jour, donc il y avait un risque accru pour nous, parce que de nuit on va voir l'adversaire sans que l'adversaire puisse nécessairement nous voir, grâce à nos optiques de vision nocturne. Et l'hélicoptère va surtout voir grâce à la thermique, une caméra thermique. Et donc il va voir les signatures thermiques des bonhommes dans le désert la nuit. Ça marche très très bien, parce que le désert est très froid la nuit. Le corps humain, il reste à peu près à 37,5. Et donc, on voit un beau delta thermique, un bel écart thermique. Donc, on voit bien les bonhommes. En plein jour, là, on était en plein jour. Il faisait 40 degrés dehors. Et l'écart entre 40 degrés et la température du corps humain, qui est de 37 environ, est trop faible pour qu'ils aient des vrais marqueurs pour savoir où étaient les gars. Résultat, les hélicos étaient quasi aveugles. Ils ne voyaient quasiment pas les gars quand ils étaient cachés, et ils confondaient les taches de chaleur d'une pierre avec un corps humain, et donc c'était très compliqué, ils ne pouvaient plus nous orienter. Sauf que là, donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé au contact de tous ces gars-là, ce qui ne devait normalement pas arriver, mais c'est comme ça, c'est la guerre. Et donc là, on se retrouve au contact, et donc point dur, là je me dis bon, là on est très très près, on a plein de buissons, mais en l'occurrence les buissons ça protège pas des balles, ça protège des vues mais pas des balles.
Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence à balancer des grenades, on continue à répliquer. Et là, j'entends l'hélico qui me dit, en fait, l'hélico, il a suivi la situation. Alors, c'est extrêmement subtil parce qu'il a suivi la situation tout du long. Et il allait nous survoler. Et il s'est mis dans une situation où, en fait, il s'est mis dans une forme de dérive pour avoir un angle le plus vertical possible, pour qu'il y ait le moins d'éclat possible, sachant qu'il n'était pas sûr de qui il y avait autour. Et donc, il s'est mis en vertical, avec le canon quasiment dressé à la verticale, comme ça, sous l'hélico. Et il m'a dit, je suis vertical de ta position, je suis en mesure de tirer. Et en fait, du coup, moi, j'avais ce point dur, et les gars sortaient pas, on n'arrivait pas à les tuer. Donc, bon, j'ai dit, ok, c'est parti. Et en fait, du coup, il a engagé les gars qui étaient à moins de 15 mètres. Or, et ça, je l'ai su après, c'est qu'en fait, le disque létal pour du tigre, c'est 70 mètres, pardon. Donc, il y a une pastille de 70 mètres autour du tir qui est potentiellement létale. Et nous, on était une quinzaine de mètres. Donc, ils tirent. Donc, les tirs partent. Nous, on voit une grosse gerbe devant nous, mais devant nous. J'ai à peine le temps de dire à mes gars, bougez pas, ça va tirer. La gerbe part. Et en fait, donc ça a bien fonctionné. On avait un résultat et heureusement, il avait visé juste. Mais en parlant après avec les pilotes, même les pilotes étaient un peu choqués de ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment senti que c'était du dernier recours. Et ils ont voulu bien faire et ils ont très bien fait. Et je les remercie parce que sans ça, bon, peut-être que ça aurait dégénéré. Mais voilà. Et donc la mission s'est prolongée comme ça. On a eu encore quelques interactions. Et l'interaction la plus intéressante sur cette opération-là, donc on continue. Et je tombe sur un des gars donc, qui a essayé en fait, il se trouve qu'il a essayé de m'embusquer sur un compartiment, enfin une petite zone de terrain. Et c'est en franchissant un masque végétal, je regarde autour de moi. Donc là, honnêtement, j'étais très très tendu à ce stade. Bon, on peut deviner, hein. Parce que les engagements sont sur une très courte portée. Et donc c'est très compliqué. Et je vois un truc rond à un moment qui me fait tiquer sous un buisson. Donc je regarde de nouveau et je me dis, c'est rond, ça a la couleur de ce qu'il y a autour de moi, mais c'est pas la bonne forme. Et donc là, je commence à avancer, et puis en fait, je me rends compte que c'est le fessier d'un terroriste qui dépasse du buisson. Donc je m'empresse de mettre quelques cartouches sous le fessier pour délicatement asperger le fessier de sable pour qu'il comprenne que je suis derrière lui. Et donc il comprend que je suis derrière lui, il se retourne. Et donc là, bon, voilà, je le prends en compte. Il y a un gars qui arrive pour le sécuriser. Et je continue pour finir le compartiment de terrain. Donc on va encore continuer le combat pendant 1 heure. Puis je reviens. Et en revenant, en fait, je réalise que, bon, c'est un peu le bazar. En fait, on a des gars un peu partout, on a beaucoup de prisonniers, on a beaucoup de tués, et la situation est un peu confuse. Donc il faut un peu clarifier, et surtout, moi je ne sais pas, je n'ai pas le compte, je ne sais pas où on en est. Nous, on n'a a priori pas de blessés, mais il y a des gars qui sont partis en courant dans le désert, donc on a des situations en dehors de notre buisson, et moi j'ai ce gars, et en fait je comprends rapidement que c'est lui le chef. Donc ce gars qui avait tenté de m'embusquer, mais qui ne m'a pas vu pour une raison XY. Et donc là, je fais un interrogatoire tactique sur ce gars-là pour essayer de comprendre comment est la situation. Et je comprends qu'il parle français. Et donc voilà, donc on essaie d'engager un peu le dialogue, mais c'est compliqué. Je sens que lui, il est choqué. J'essaie de le déchoquer un peu. Bon, ça ne marche pas. Donc du coup, on continue la manœuvre et on finira par coiffer l'ensemble sans qu'il y ait d'autres problématiques à coiffer. Et ce qui s'est passé moi qui m'a pas mal édifié par la suite, c'est qu'une fois que toute la zone a été sécurisée, en fait on a toute une phase de recherche après de renseignement donc sur la zone. Et donc on doit passer encore plusieurs heures. Donc là on est resté jusqu'à la nuit. On est reparti qu'en fin de nuit. Et pendant tout ce temps-là, on fouille toute la zone. On fouille les cadavres, on fouille les prisonniers, voilà. Et pendant ce temps-là, les drones surveillent nos alentours pour sécuriser la zone. Sauf que il se trouve qu'un gars avait réussi à feinter le dispositif de protection et a commencé à rentrer et à se rapprocher vers nous. Et ce gars-là, on ne savait pas qui c'était. Et je pense que c'est probablement le moment le plus stressant de cette mission. Parce qu'en fait, le gars, il est monté jusqu'à nous
Donc on a dégainé nos armes et on a commencé à lui expliquer qu'il fallait pas qu'il se rapproche. Sauf que le gars a continué à se rapprocher, presque jusqu'au contact. Et donc ça a été très tendu parce qu'on voyait qu'il n'a pas d'arme, mais il avait une grande là-bas et on savait pas ce qu'il y avait dessous. Donc voilà, donc ça c'était un gros moment de tension. Et finalement il a fini par s'arrêter. Et c'était plus un profil en fait, d'ancien qui voulait un peu affirmer, affirmer son autorité sur la zone et nous montrer qu'il n'avait pas peur de notre présence. Ouais, donc c'était un contact assez à courte portée, mais surtout c'était très troublant parce qu'on a fini par lui hurler dessus de s'arrêter et on a tous nos flingues braqués sur lui. Donc c'était un peu comme le Far West où le gars arrive dans le saloon, tout le monde le braque, mais le gars il avance quand même. Quoi. Donc c'était très troublant. Mais c'était des missions intéressantes. Donc on a fait pas mal comme ça et du coup c'était vraiment intéressant parce que on nous inculque que oui, on sera potentiellement amené, et même quasi certainement amené à retirer la vie à quelqu'un, mais c'est toujours dans un cadre belliqueux, dans un combat où on est l'un contre l'autre. Par contre, on nous apprend à bien faire attention quand on le fait, déjà pour pas blesser quelqu'un qu'on ne voudrait pas blesser déjà, et ensuite le faire vraiment en dernier recours. Et donc, je pense que pour le coup, là, la formation est bien faite et quand on arrive au combat, on a vraiment des bons garde-fous pour ça, je pense. Après, c'est toujours difficile parce que oui, voir un gars décédé à ses pieds, bon, bah, les premières fois, c'est. Bon, je pense qu'à chaque fois, moi, ça m'a toujours ému. Bon, sur le moment, je n'en fais rien parce qu'il y a autre chose à faire. Mais en rétrospective, c'est toujours un peu émouvant, quoi. De voir un gars, de voir les derniers souffles du gars. Je me rappelle, à un moment, j'étais posté près d'un arbre et à côté de moi, il y avait un gars qui avait l'air complètement vivant, mais qui était en train de mourir. Et il avait la poitrine percée et puis il se vidait doucement de son sang. Puis il me regardait pas, mais ouais, c'était un peu particulier, quoi. Bon, c'est comme ça. Et alors, une autre scène, moi, qui m'a frappé, c'est sur une opération où on courait après un gros bonnet d'Al-Qaïda. Donc c'était une zone qu'on connaissait comme étant une zone de sanctuaire, une zone de refuge. Et on a vu un jour, depuis le centre opération, un mobile, donc un véhicule, partir à grande vitesse, avec une configuration un peu particulière sur le véhicule, qui a commencé à créer une sorte d'alerte dans le centre opération. En tout cas, il y a une forme de suspicion que ce soit quelqu'un d'important. Donc, on ne savait pas exactement qui, mais quelqu'un d'important. Et donc, on commence à suivre le véhicule. Le véhicule part vers le sud, je me rappelle très très bien. On le suit pendant plusieurs jours, on le perd un petit peu, puis on le retrouve. Et un jour, il fait une grande route vers le sud. Et donc, on se met à le suivre. Et un des gars qui gérait la partie renseignement a bien anticipé la situation. Et il a demandé plusieurs drones pour pouvoir parer à différentes situations. Et donc, il a bien fait, et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Le véhicule arrive et s'arrête au milieu de nulle part. Alors, il faut comprendre dans ces pays-là que ce qui peut paraître nulle part pour nous, c'est un endroit bien déterminé pour eux. Souvent, c'est des Touaregs, c'est des gens qui vivent dans le désert depuis des siècles, voire des millénaires, ils connaissent tout par cœur. Et je me rappelle même d'histoires de gars qui me disaient que lorsqu'on avait des prisonniers locaux, donc il y a une phase interrogatoire qui est assez dure, parce que les gars sont isolés les uns des autres, ils sont bien traités, mais psychologiquement c'est quand même dur, quoi. C'est comme pour tout, c'est comme la garde à vue, c'est comme voilà, c'est dur psychologiquement. Et il racontait que quand les gars, pour pas que les gars sachent où ils étaient détenus, on leur mettait un masque et des écouteurs quand ils sortaient des bâtiments. Donc quand ils faisaient leur pause, ils ne pouvaient faire leur pause que dans des endroits bien déterminés, où il y avait des grands murs pour pas qu'ils voient l'extérieur, etc. Et il y a un gars un jour qui venait d'arriver, et donc on l'a fait transiter par l'extérieur, et donc il avait mis un masque et des écouteurs, et on l'a mis assis par terre à un moment, et en se relevant, il a pincé avec, il devait être en sandales ou quelque chose comme ça, il a pincé avec ses orteils un petit peu du sable qui était au sol.
Et donc il a été amené ensuite en salle d'interrogatoire, ensuite il a été amené en cellule. Et dans ces cellules, il a vu le sable qu'il avait sous le pied, qu'il avait coincé avec son orteil en fait. Et l'interrogateur suivant, il a dit à l'interrogateur, nous sommes dans tel endroit. Et donc c'était l'endroit exact, c'était là où il était, qui était à des centaines de kilomètres de là où il avait été capturé. Hein. Et donc l'interrogateur était un peu étonné et à la fois curieux, et il a dit mais du coup comment vous savez? Et le gars il lui a dit bah j'ai ramassé du sable avec le pied et ce sable là on ne le trouve qu'ici. Donc il y a une forme de connaissance du terrain qui est, je trouve, un peu magique et un peu fascinante. Et donc que ces gars avaient très certainement, donc pour revenir au suivi du véhicule, le véhicule s'arrête et un des gars fait sa prière. Sauf que quand il s'arrête, il faut faire sa prière, c'est aussi une méthode pour s'arrêter et écouter l'environnement et potentiellement écouter s'il y a un drone au-dessus de la tête, même si les drones volent très haut, donc c'est une expérience que j'ai menée 1000 fois, moi je les entends pas. Quand vous me mettez dans le désert avec un drone qui vole très très haut, moi je l'entends pas. Eux l'entendent. Et donc on se doute qu'il est en train d'essayer de repérer s'il est suivi. Et par conséquent, ça nous alerte encore plus parce qu'on se dit, s'il a cette procédure d'écouter, voir s'il est suivi par un drone, c'est que potentiellement, déjà il connaît la procédure et il a un intérêt à ne pas être suivi. Donc ça veut dire qu'il faut le suivre. Donc on commence à le suivre. Et en fait le drone, donc on avait un seul drone sur ce véhicule, le suit jusque dans un village. Bon, à ce stade, on commence à avoir des éléments concrets qui nous remontent pour nous dire ok, en fait, faut qu'on commence à envoyer du monde. Donc on avait un groupe du 13 en patrouille, 13e RDP en patrouille, qu'on commence à dérouter pour aller vers eux. Et on a un groupe de CPA10 qui commence à être déployé en hélicoptère. Parce qu'on se dit, il va se passer un truc. Le véhicule arrive dans un village. Et donc, on ne sait pas s'ils ont repéré le drone ou non, mais dans le village, il garde son véhicule à côté d'une grande tente, une espèce de tente avec ronde, un peu comme un igloo, mais avec des branchages, fait un branchage tressé, avec des grandes toiles et des peaux de bêtes par-dessus. Donc voilà, ça ressemble vraiment à un igloo, on va dire. Et le véhicule arrive, se gare à côté. Là, il sort. Et donc là, c'est un peu comme dans les films. Il y a quelques gars qui attrapent les draps qui couvraient donc l'espèce d'igloo qui était juste à côté. Ils tirent tout, et là, il y a un deuxième véhicule, très similaire au premier, donc des pick-up, même couleur. Et du coup, on se dit, ah tiens, il y a deux véhicules. Et là, les gars sortent, il y a 4 gars dans le véhicule, ils sortent, et là, il y a une vingtaine de gars qui arrivent de nulle part. Du village, qui se passe le mot, et tous, ils commencent à fourmiller autour des véhicules, tant et si bien, qu'on ne sait plus où sont nos 4 gars, quoi. Parce qu'ils se ressemblent tous, ils sont tous habillés à peu près pareil et tout. On se dit, ben mince. Et on voit les deux véhicules, forcément, qui démarrent, il y en a un qui démarre et qui part, et le deuxième qui part. Ils arrivent au sud du village, et les deux partent en Y, de directions différentes. Et là, on se dit, ok, là, ça devient vraiment intéressant. Donc, là, ils font une espèce de mesure de déception pour diluer leur signature. Sauf que là, en l'occurrence, le renfort drone qui avait été appelé en amont est arrivé, et donc on arrive à mettre 2 drones, et un troisième. Donc il y a 2 drones qui sont là, qui suivent les 2 véhicules, et il y en a un qui roule doucement, l'autre à vive allure. On se dit, bon, là, c'est sûr qu'il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui se passe. Celui qui roule à vive allure croise un autre véhicule dans le désert, ils viennent s'accoster l'un à l'autre, ils discutent, et 2 véhicules repartent en Y, dans 2 directions différentes. Donc là, on a 3 véhicules et 3 drones qui suivent chacun un véhicule. Donc on a les 3 écrans et on est en train de se dire, ok, c'est lequel. Pendant ce temps-là, il y a un groupe du 13e RDP qui est en train de descendre du nord vers le sud pour aller intercepter un des véhicules, et des hélicos qui sont en train de traverser le désert à toute allure, avec des groupes de commandos parachutistes de l'armée de l'air, CPA10, qui sont en train pareil, de foncer vers le même objectif. Donc les commandos arrivent sur le premier objectif, le premier véhicule, ils se rendent compte que c'est le lieutenant du numéro 2 d'Al-Qaïda. Ils disent ok, donc ils les prennent, ils les font prisonniers et ils les mettent dans la soute de l'hélicoptère. L'hélicoptère redécolle, part vers le deuxième véhicule. Au deuxième véhicule, ils découvrent, pareil, que c'est des cadres d'Al-Qaïda de très haut niveau, et ils disent c'est pas possible, on vient de faire 2 gros lots coup sur coup.
Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le troisième véhicule? Et au moment de manœuvrer, donc à chaque fois, j'en parle simplement, mais c'est toute une manœuvre d'arrêter un véhicule. Parce qu'il y a des tireurs d'élite qui arrêtent le véhicule, il faut que le véhicule ait l'obtempère, etc. Et donc le deuxième véhicule, donc il y a des échanges de tirs, les gars se font tirer dessus. Les gars arrivent quand même à avoir le dessus sur le véhicule, ils prennent les blessés et ceux qui sont les survivants. Et ils les embarquent dans l'hélicoptère. Mais l'hélicoptère à ce stade leur dit bah moi j'ai plus assez de carburant, il faut que je rentre à la base. Donc les gars se retrouvent, tout le groupe de commandos se regarde, ils se disent bah non, il y a le troisième véhicule qu'il faut aller chercher. Et donc à ce moment-là, ils disent bon bah tant pis, ils mettent tous les prisonniers. Donc l'hélico, il y a quasiment que des prisonniers dedans. Eux ils sortent, les gars du CP10, ils prennent le pick-up, ils se mettent tous dans le pick-up, donc c'était une dizaine dans le pick-up. Et ils commencent à partir à fond la caisse dans le désert pour aller vers ce troisième objectif, chauffés à blanc par le fait qu'ils aient déjà eu 2 gros bonnets d'Al-Qaïda. Ils se disent dans le troisième, il va y avoir un énorme ticket, c'est sûr. Et donc ils foncent à travers le désert, tous accrochés au truc. Enfin bref, il y avait la radio, c'était assez comique. Et donc les gars foncent vers le troisième objectif, pendant que les gars du 13e RDP sont en train d'arriver aussi. Et pendant ce temps-là, donc les hélicos font des allers-retours pour refaire le plein, mais le Tigre, quant à lui, est resté, parce que le Tigre a beaucoup plus d'autonomie que les autres hélicos. Et le Tigre commence à se rapprocher à toute vitesse sur ce troisième véhicule pour être le premier et immobiliser au moins le véhicule. Parce qu'en fait, le risque, c'était que le véhicule s'arrête dans un village et qu'il se dilue dans la population, et après, bah, c'est très compliqué après. Et donc, on observe ce troisième véhicule très attentivement, il s'arrête. Il y a un gars en djellaba blanche qui sort du véhicule et qui commence à aller voir, pareil, une famille près d'une grande tente. Pareil, c'est un truc qui ressemble à un igloo, un très gros igloo, avec de la toile. Et on se dit, bah, ça doit être le chef qui doit être en train de négocier quelque chose avec la famille. Les choses ne sont pas très claires, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le véhicule est arrêté. Puis après, il remonte, donc il fait ça plusieurs fois, il remonte dans le véhicule et il repart. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et je me rappelle très bien cette scène où il s'arrête aussi, lui aussi, à un moment pour faire sa prière. Et je me rappelle que le drone avait zoomé très très fort sur le gars. Et il était dans une zone où il y avait un grand palmier. Il y avait le sable qui était légèrement avec plein de petites dunes. C'était une espèce de coucher du soleil. Le soleil était en train de se coucher doucement. Et le gars était en djellaba blanche immaculée. Et il était en train de faire sa prière. Et je me rappelle, m'être dit, mais en fait c'est hyper beau, la scène était hyper belle en fait. Et le gars a fini par remonter dans le véhicule, et puis il continue à avancer jusqu'à ce que le véhicule, on voit au drone l'ombre du Tigre passer sur le véhicule. Et donc là on se dit, ah, ça y est, le Tigre est arrivé au-dessus du véhicule. Le véhicule continue un tout petit peu, puis s'arrête, pareil, près d'une grande tente. Et là, le gars sort une dernière fois du véhicule et s'approche de la tente. Et là, donc la situation devient très compliquée, puisqu'on a 2 groupes qui sont en train de foncer en véhicule vers ce fameux pick-up blanc, avec ce gars en blanc qui est sorti. Et le Tigre est en train de faire des lassos autour pour immobiliser le véhicule, plus qu'il ne bouge. Et à ce moment-là, en fait, c'est les gars du 13e RDP qui arrivent en premier. Et tous les gars dans le véhicule sortent d'un coup et se mettent à échanger des tirs. Mais d'un coup. C'était vraiment baroud d'honneur. Ils sont tous sortis les armes à la main et ils ont tous commencé à tirer. Donc bon, bah, les véhicules ils sont équipés en mitrailleuses de calibre 12,7, enfin les 50 là. Donc bon, bah, c'est des véhicules, c'est des armes anti-véhicules. Donc ça marche très bien contre l'antipersonnel aussi. Donc ils ont tout nettoyé. Et donc là on s'est dit, bah, le mystère demeure entier. Donc les occupants du véhicule sont tous morts, et il y a ce fameux gars en djellaba blanche. Lui, pendant qu'il y a eu l'échange de tirs, il s'est réfugié dans la tente. La famille a évacué rapidement la tente, et lui, il est dans la tente. Et donc nous, bon bah, il y a une forme de pression, on se dit, bah, il faut absolument qu'il récupère le gars qui est dans la tente, mais idéalement, il faut qu'il le récupère vivant, quoi. On veut les gens vivants. Et donc là, les gars arrivent près de la tente. Mais nous, le truc qu'on se dit, c'est qu'il y a un risque majeur pour que le gars que le gars soit en défense ferme. Du coup, bah,
ils combattent jusqu'à la mort et qu'on a vu ses collègues combattre, bon bah lui ça va être pareil, donc il y a un risque énorme de s'approcher quoi. Et on ne sait pas exactement où il est. Il est dans cette grande tente, on ne sait pas où il est dans la tente. Et donc là, il y a un des tireurs d'élite dans un des hélicos, qui était resté avec le tigre, qui a une idée, et il se dit bah, on va enfumer le gars. On va passer avec l'hélico, tout doucement, et on va jeter une grenade fumigène par le toit où il y a un petit trou. Il a vu qu'il y avait un petit trou. Et on va l'enfumer, quoi. Comme un renard. On va l'enfumer jusqu'à ce qu'il sorte et on va pouvoir l'appréhender à ce moment-là. Et donc il passe, jette la grenade fumigène. Mais il y a un truc qui a pas tout à fait été pris en compte et qui a un peu surpris tout le monde. C'est qu'en fait, une grenade fumigène, c'est une réaction exothermique. Donc c'est une réaction qui dégage beaucoup de chaleur. Et au moment de l'acheter, il l'achetait et dedans, il se trouve qu'il y avait des tapis et des choses comme ça. Et donc, forcément, les tapis ont commencé à prendre feu. Donc là, au début, on se dit « Ah bah c'est très malin », on voit la fumée sortir. Puis on se dit « Tiens, il y a quand même beaucoup de fumée là ». Et on se dit « Il y a vraiment beaucoup de fumée ». Et là, on commence à voir des flammes. Et on se dit « Oh là là, comment ça va finir ?» On s'attend à tout moment à voir notre fameux bonhomme en dialogue sortir pour échapper au brasier. Et en fait, non. Le gars est resté dedans. Et tout a commencé à... Là, on a commencé à voir des flammes énormes. Tout a brûlé. Le gars, il était à l'intérieur. Et il a commencé à brûler. Le gars a commencé à brûler à l'intérieur. Et là, donc, petit vent de panique. On se dit, non, il faut le récupérer vivant. Parce que le problème qu'on va avoir, c'est que s'il brûle vraiment, on va pas avoir de possibilité d'identifier le corps. Et donc, on ne saura pas qui c'était. Donc, c'est quand même un problème. Et donc là, il y a un des gars du 13e RDP qui comprend la situation, qui arrive et qui se gare le plus près possible avec son véhicule sans lui-même commencer à brûler parce que les flammes étaient vraiment énormes. Et je me rappelle très bien, il rentre dans le bouc qui est en feu, il attrape le cadavre du gars, enfin en tout cas bon, le gars était allongé, on commençait à le voir parce que ça avait commencé à faire des trous dans la tente. Il l'attrape et il essaie de le sortir, mais il y a trop de flammes. Du coup, il n'arrive pas à rester, il s'éloigne, il retourne en courant dans son pick-up, il ramasse son appareil photo, et il retourne en courant dans le brasier et il prend des photos du gars, puis il sort. Donc le gars finira complètement volé, complètement calciné. Et donc les photos seront de misérable qualité. Et en fait, les photos, on voit un gars qui est complètement... Enfin, le visage était à moitié brûlé, donc très difficilement identifiable. Quand on voit les photos, on se dit, bah... c'est pas un gars qu'on connaît, donc il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'il était entouré comme ça, etc. Et en fait, on se rend compte que c'était le chauffeur. Et que le numéro d'Al-Qaïda était bien là, dans la manœuvre, mais lui, il faisait partie des gars qui étaient dans le véhicule. Et quand les gars iront au contact du véhicule pour voir donc finalement les cadavres des gars restants, ils identifieront un des gars comme étant le numéro d'Al-Qaïda, donc un énorme poisson qu'on a pu avoir lors de cette manœuvre. Donc manœuvre assez incroyable, moi qui m'a beaucoup marqué. Donc ça m'a ouvert beaucoup de... Ça m'a introduit aussi à toutes les procédures, à toutes les manœuvres que l'ennemi pouvait mettre en œuvre pour échapper à notre surveillance et à la capture, et c'était assez incroyable. Donc ça fait partie des plus belles opérations que j'ai pu voir. Il y a vraiment des séquences de dingue. Moi je me rappelle c'est une histoire de popote, quoi. Les popotes, c'est le petit bar qu'on a dans nos unités, où il y a un des gars, c'était un gars du CEPA-10, retour de mission, raconte que pendant la mission, donc, ils avaient fouillé toute une zone d'arbustes. Lui, en faisant le tour d'un buisson, il voit un combattant ennemi de dos qui est en train de braquer son collègue. Donc un autre CPA-10 juste devant lui. Et donc le gars lève son arme, le braque à son tour. Donc là, on est un peu comme dans les dessins animés. L'autre CPA-10 en face, il l'avait pas vu. Donc lui, dans mon souvenir, en tout cas, il n'était pas conscient de la situation. Et le CPA-10 en question, là, qui a raconté le récit, il disait « J'ai braqué le combattant et j'ai fait un petit pss, pss ». Le gars s'est retourné, il a vu qu'il se faisait braquer à son tour, donc il a baissé son arme et il l'a fait prisonnier du coup. J'avais trouvé ça très élégant. Alors qu'il aurait pu l'abattre, hein, parce que bon, vous voyez, un gars qui braque votre collègue, normalement c'est terminé. Mais il avait laissé sa chance. Il a dit bon,
Et j'avais trouvé ça très, très chic, ouais. Ce qui se passe après une opération, en général, c'est qu'on collecte le renseignement pour pouvoir aller le plus vite possible, de nouveau opérer sur une autre cible, sachant que plus on met de temps, et plus l'adversaire va changer ses procédures, va renouveler ses téléphones, va renouveler ses façons de faire, et donc il va être plus difficile à saisir. Donc le mieux, il y a toujours un enjeu temporel quand on fait une opération, c'est de saisir le renseignement le plus vite possible, voir s'il est actionnable. Donc si on peut mener une action tout de suite derrière, et donc avoir une espèce d'effet domino pour arriver au plus gros domino. Mais ouais, par exemple, je me rappelle de cet épisode où il y avait un groupe terroriste qu'on avait identifié, et il fallait qu'on cherche à savoir qui était à la manœuvre. Et donc il y a un adage, hein, follow the money, suivez l'argent. C'est généralement le meilleur moyen de remonter les filières. Et donc on remonte cette filière, et moi je fais mes petites demandes, voilà, pour demander des autorisations aux banques pour savoir d'où viennent les fonds, jusqu'à arriver à un nom. Et en fait, je me rends compte que c'est un Français. Je me dis, ah tiens, intéressant. Donc là, bon, c'est un peu plus compliqué parce que on peut enquêter facilement sur l'extérieur du pays, mais quand il s'agit de Français, surtout en France, bah, c'est plus délicat. Normalement, c'est réservé aux forces de sécurité à l'intérieur. Et là, je regarde le gars, et je vois son adresse, et je vois que c'est à Paris. Il se trouve que moi, je bossais à Paris. Et je me dis, mais où est-ce qu'il est? Et là, bon, par curiosité, je regarde sur la carte où est son lieu de résidence. Il est à 600 mètres de ma position. Donc, du coup, le réseau prend une dimension très proche. Alors que j'utilisais des groupes qui étaient à des centaines, voire des milliers de kilomètres de mon bureau. Et là, je me rends compte que le gars est juste à côté. Donc, ça met une certaine forme d'imminence dans la menace et dans le réseau. Le réseau terroriste, on se dit, ah oui, en fait, c'est très proche, quoi, c'est très imbriqué. Donc ça a été hyper intéressant de voir aussi comment d'autres services de renseignement fonctionnaient. Dans beaucoup de services, les gens ne savent pas bien avec qui ils travaillent, mais c'est fait exprès. Et en cas de compromission d'un agent, le suivant ne sera pas compromis. Mais c'est aussi le cas en interservice. Donc entre différents services français, il y a une part d'obfuscation, il y a une part de secret. On ne dit pas tout, on ne collabore pas à 100%. Moi, j'ai même vu des opérations où un service donne un renseignement à un autre service et la source de captation, l'origine du renseignement est modifiée pour pas que l'autre service comprenne comment ils ont eu le renseignement. Toujours dans un esprit, non pas de cachotterie, mais de préservation de la source du renseignement et d'éviter les compromissions, en fait, pour pas que les gens sachent. Et quand je parle de sources, c'est par exemple, on peut avoir des sources humaines, donc des gens qui vont accepter de donner des renseignements pour différentes raisons à des services de renseignement, mais vous avez aussi des sources techniques. Donc c'est tout ce qui est interception, que ce soit téléphonique, renseignement voilà, d'origine radio, enfin il y a plein de moyens techniques d'intercepter du renseignement. Et donc en fonction de comment on le capte, on peut comprendre plus ou moins comment ça a été fait, par quel moyen, enfin, ou quel est le genre de source qui aurait pu donner ce genre de renseignement. Et donc on va modifier ça d'un service à l'autre, par exemple, pour éviter qu'on puisse remonter. Donc ça se fait en interservice en France, mais ça se fait aussi dans l'interservice dans le monde. Alors, en France, je pense clairement qu'on a le meilleur service de renseignement d'Europe, à l'exclusion des Anglais que je ne considère pas au même niveau, puisqu'ils ont un très bon service de renseignement, mais qui est clairement adossé aux Américains, notamment grâce à leur réseau, les Five Eyes, donc le réseau anglo-saxon du Commonwealth anglais. Enfin, pas du Commonwealth, mais des alliés américains, les plus proches. Et donc, on a un super réseau de renseignement qui n'est pas égalé en Europe. On a aussi une autre entité qui est quand même assez intéressante, qui est l'entité du service action. Si vous êtes coincé dans un pays avec un régime autoritaire, bah, vous avez beau avoir de l'argent, bah, vous êtes quand même coincé dans le pays. Donc si vous n'avez pas moyen d'évacuer le pays ou de leur échapper complètement, bah, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que le service action rentre en jeu, avec notamment la possibilité d'exfiltrer les gens, de les sortir en discrétion d'un pays et potentiellement de leur offrir une nouvelle vie en France pour qu'ils échappent justement au pays
au pays autoritaire dans lequel il vivait auparavant, et ça en échange voilà, de services rendus. Et ça, c'est très compliqué de pouvoir avoir cet atout-là. Tous les services d'enseignement ne l'ont pas, les Anglais l'ont, dans une certaine mesure, mais tous les services d'enseignement ne l'ont pas, et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, parce que ça offre un levier considérable pour les services d'enseignement. J'ai basculé, donc j'ai fait cette fameuse bascule du monde militaire au monde civil après tout ça. Donc, bon, une fois de plus, j'ai eu beaucoup de chance dans ma petite carrière militaire, c'est d'être au bon endroit au bon moment, je pense. J'ai eu beaucoup d'opportunités qui m'ont été offertes et j'en suis très reconnaissant. Aujourd'hui, je partage mon temps entre l'association Vétérans de France et une activité de conférencier et du conseil pour des entreprises. Là aussi, je pense qu'il y a l'état d'esprit qu'on m'a inculqué m'a beaucoup servi. Je dirais même au-delà, beaucoup de procédures. La méthode de raisonnement tactique militaire aussi me sert dans beaucoup de projets commerciaux finalement. Mais je pense que l'essentiel, c'est entretenir l'esprit en fait, l'esprit commando. Ça permet vraiment d'avoir des angles particuliers dans beaucoup de situations. Ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Et puis je suis très content de pouvoir partager ça avec les gens, partager ça ici. C'est quelque chose qui me passionne pas mal. J'ai été contacté par des dizaines de militaires qui m'ont demandé voilà, de l'aide pour se reconvertir. Et un des aspects qui m'avait un peu frappé dans une interview, c'était celle de Erik Prince, qui est le fondateur de l'entreprise Blackwater, qui est une grosse entreprise contractuelle privée de défense américain, qui a été pas mal contestée. Enfin bon, peu importe, hein. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est pas la question. Ce qui était intéressant, c'était sa vision sur une partie des opérations, où il racontait qu'en Afghanistan, pendant le temps où il avait déployé du personnel de Blackwater là-bas, alors c'était pas Blackwater, ça avait changé de nom, c'est du personnel pour de la logistique essentiellement, il disait qu'il y avait une mine de cuivre en Afghanistan qui était avérée, donc la prospection avait été faite, enfin, a priori elle était là et il y avait juste à déployer une structure minière pour pouvoir exploiter les sous-sols. Et il disait que ça n'a jamais été fait par l'armée américaine. Donc lui il est extrêmement rationnel dans ses coûts et dans les opérations. Et il explique simplement que ça n'a jamais été fait alors que l'exploration de ce filon minier aurait permis, en fait, il avait fait le calcul, il avait estimé que ça aurait permis d'employer toute une partie de la région afghane et de les rémunérer à hauteur de plusieurs dizaines de dollars par jour, tandis que les talibans payaient leurs soldats 7 dollars par jour. Je trouvais que le raisonnement était au moins intéressant. De dire, bah là, si vous explorez la mine, vous allez pouvoir, en gros, créer un déficit de talibans sur une simple base économique. Le fait de dire, voilà, on paye mieux que les talibans, bah déjà, je pense qu'il y a beaucoup de talibans qui vont re-questionner leur affiliation en se disant, bah, peut-être que l'herbe est un peu plus verte chez le voisin. Et donc, je trouve ça très intéressant comme approche, parce que c'est une approche qu'on voit quasiment jamais, alors sauf et potentiellement dans certaines cellules dans l'armée, mais je trouve que c'est très intéressant d'explorer cette option-là. Les ennemis blessés, en règle générale, c'est toujours compliqué. Bon, en règle générale, la priorité, c'est le combat. Donc, si un ennemi blessé, en fait, on le traitera dans un temps second, mais d'abord, c'est le combat. D'abord, veiller à ce qu'on n'ait plus d'adversaire, on n'ait plus personne qui nous tire dessus. Si j'applique des soins à un blessé ennemi, bah, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Donc, on a trois petites cases pour la vie. Bah, là, on en crame une, en fait. On va en cocher une. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un autre engagement par la suite, potentiellement, j'aurai moins de soins, de possibilités d'appliquer des soins à un de mes gars, si jamais c'est un de mes gars qui a pris une balle ou qui est blessé. Et donc, c'est toujours un peu délicat. Il faut vraiment être sûr de la situation pour pouvoir soigner un adversaire. Puis après, ça dépend aussi du type de blessure, quoi. Et voilà, après, ce qui est compliqué aussi, c'est de savoir que, bah, est-ce que potentiellement, ce gars-là, dans 6 mois, il ne sera pas de retour sur le terrain. Et ça, c'est aussi un peu l'envers des cartes. Il y a les grands discours, il y a les beaux discours, il y a les belles philosophies, puis il y a la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, bah, c'est un copain qui me dit, bah, en retour de mission, il me dit, bah là, j'ai tué un gars sur cette mission, c'est moi qui l'ai fait prisonnier il y a 1 an, sur la mission précédente. Je le sais, c'était lui. Et là, je l'ai tué. Parce qu'il était retourné dans ses groupes djihadistes.
clairement, le plus grand enseignement que je retirerais de ma vie de militaire, c'est l'esprit combatif, en fait. Savoir l'esprit combatif de A à Z. Mais tant et si bien qu'aujourd'hui, tout ce qui ne concerne pas le combat m'ennuie terriblement. Moi, j'aime beaucoup les récits d'anciens. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Je dévore tous les livres de toutes les guerres que l'armée française a pu faire. Alors, surtout les plus contemporaines, hein, bien sûr, l'Indochine, l'Algérie, mais aussi des guerres un peu plus lointaines. Et mon grand regret, c'est que je trouve que les histoires sont passionnantes à chaque fois, mais elles ne sont pas mises en lumière. Donc c'est la raison pour laquelle je pensais que avoir une association qui puisse porter de manière un peu plus moderne et très numérique ces récits, pour que les gens comprennent d'une part qu'il y a certains récits qui existent, qui ne sont pas mis en lumière, mais aussi qu'on a aussi beaucoup de jeunes vétérans aujourd'hui. Donc on en a des anciens bien sûr, qu'on aime beaucoup, mais on a aussi beaucoup de jeunes vétérans qu'on croise tous les jours au supermarché sans le savoir. Et je trouve que c'est aussi intéressant de l'offrir cette reconnaissance là par ces vidéos, par cet écosystème qu'on essaie de créer autour des vétérans.